Donc là, l'enregistrement est parti. Alors, d'abord, bravo à tous pour votre participation. Vous êtes toujours super actifs, c'est super, sur vos productions, là, sur les cartes ISO. Il y en a beaucoup et qui sont très intéressantes. Donc, c'est super. Nous, on voyage, comme ça, c'est bien. On va à la montagne, à la mer, en Méditerranée, on va un peu partout en France. Donc, merci à vous. C'est super intéressant. On a le deuxième module, c'est le module le plus dense sur les perturbations. C'est pas simple, on n'est pas des météorologues. Mais l'idée, encore une fois, c'est de s'y retrouver globalement dans une perturbation. Donc, on va revenir un peu sur les questions qu'il y a autour de ce thème-là. Aujourd'hui, pour nous accompagner, on a Benoît qui est avec nous. Alors, peut-être Benoît Rennes. Donc, qui est prof à l'école, qui fait partie de l'équipe numérique. Est-ce que Benoît, tu veux dire un petit mot? Bonjour à tous. Voilà. Je suis l'accompagnateur de Claire. Voilà. Bonjour Benoît. Tes spécialités un peu, Benoît? Donc, tu es bien sûr dans le pôle numérique et au-delà de ça? Moi, je suis plutôt spécialiste de canoë-kayak. Voilà. À l'école. Je suis prof dans ce domaine-là. Mer, rivière, un peu partout? Mer et rivière, ouais. Voilà. Bon, super. Calme. Benoît sera là pour recentrer un peu le débat. Alors, les petites questions que j'ai notées. Il y a des questions déjà, on va faire un petit rappel sur globalement ce que c'est qu'un anticyclone et une dépression. Alors, je vais partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran là? Ouais, Benoît, c'est bon. Ouais, super. Donc, très rapidement, parce qu'il y a encore, il y a des questions un peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un anticyclone? Qu'est-ce que c'est qu'une dépression? On a vu, c'est la température qui fait la météo globalement. Donc, un anticyclone, c'est bien de l'air qui est plus froid que son environnement. C'est toujours relatif. On peut avoir un anticyclone à 20 degrés, si autour il fait 40 degrés, c'est quand même de l'air plus froid que son environnement. Du coup, cet air est plus froid, donc c'est de l'air plus lourd, et c'est de l'air qui descend. Donc il faut imaginer que l'anticyclone, c'est une espèce de chape, un espèce de couvercle, et c'est pour ça qu'on a de l'air qui est plus stable, parce que les filets d'air ne peuvent pas faire n'importe quoi, ils ont ce couvercle au-dessus d'eux. On le comprend bien avec l'anticyclone de Sibérie, qu'on a l'hiver. C'est de l'air effectivement très froid, d'ailleurs on le sent bien, il fait froid. Donc là, on a vraiment de l'air plus froid que son environnement. L'anticyclone de Sibérie, c'est un anticyclone qui est très stable, qui est très lourd, et il met plusieurs jours, voire plusieurs semaines à se dissiper. L'été, chez nous, on a l'anticyclone des Açores. Alors, c'est peut-être moins intuitif parce que l'anticyclone des Açores, il est essentiellement dû à la circulation générale. On ne va pas revenir dans les détails, mais ça reste quand même de l'air qui est plus froid que son environnement. Même si nous, on a l'impression qu'il fait beau. En fait, oui, il fait beau. Du coup, ça chauffe les journées et il fait plutôt chaud l'après-midi. Mais regardez, les nuits ne sont pas si chaudes que ça. Ça reste une masse d'air fraîche. Voilà. Donc, il y avait une question là-dessus. Du coup, je réponds à la question du chat. Quand est-ce qu'un anticyclone peut bloquer une dépression? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que plus l'anticyclone est lourd, plus il est dense, bien sûr, plus la dépression aura du mal à passer. Si on a un anticyclone à 1040 qui est installé là avec toutes ses valises depuis plusieurs jours, c'est sûr que la dépression aura du mal à traverser. En réalité, ça, c'est ce qu'on voit en très basse couche. Mais en réalité, il faut comprendre ce qui se passe en altitude. C'est ce qu'on a vu un peu dans le cours là, sur les perturbations, notamment au niveau des jet streams. En fait, ce sont vraiment eux qui vont piloter les dépressions et qui vont les alimenter et qui vont faire que la dépression va avoir telle ou telle trajectoire, va se combler ou se creuser. Alors,
Tu n'hésites pas, Benoît, parce que du coup, je vois, en fait, quand je partage l'écran, je ne vois pas les chats. Donc, il ne faut pas hésiter à me dire s'il y a des questions là sur ce que je suis en train de dire. Sinon, je continue. Il n'y a pas eu de questions, ouais. D'accord. OK. Donc, je continue sur les questions qu'il y avait dans les forums. Il y a des questions sur la symbolique des cartes. Donc, on va aller voir ça vite. Donc, je vous rappelle, hein, quand vous allez dans la médiathèque, vous avez accès au portail météo. Et là, vous avez un petit peu les liens vers les différentes sources météo. Donc, on va aller voir une carte isobarique Météo France, par exemple. Donc, je l'ai ouverte là. Voilà. Donc, ça, c'était hier. On va mettre celle de ce matin, par exemple, à 0h. Alors, je vais peut-être agrandir l'écran. Ou est-ce que vous voyez bien la carte comme ça, là? C'est mieux? Là, ça va? Ouais. Ouais, c'est bien la carte. Ok, super. Tu peux me faire un petit signe de tête, par contre, toi, je te vois. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde la dépression, là, au large des côtes américaines, on a les petits pictos ronds et rouges, symbolisent les fronts chauds. Hein, c'est assez naturel. Hein, le rouge, c'est chaud, le froid, c'est bleu. Ce qui est rond, c'est doux, donc c'est plutôt chaud. Et ce qui est pointu, ça pique, c'est plutôt froid. Il faut retenir ça comme ça. Donc, d'accord, hein, la symbolique rond et rouge, c'est les fronts chauds. Pointu, les petits triangles pointus et bleus, c'est les fronts froids. Les fronts occlus, c'est un petit peu un mix des deux. Donc, ils sont violets et il y a un mélange de rond et de pointu. On voit ici le front. Ce qu'on voit d'autre aussi, c'est des fronts qui sont avec des traits pleins, comme ici, comme le front froid ici, et des fronts avec des tiretés. Le trait plein, ça veut dire que le front il est actif. Les tiretés, ça veut dire que le front il est moins actif, probablement en fin de vie. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, globalement, on va voir certains nuages qui seront moins caractéristiques que dans un front actif et probablement aussi moins d'instabilité. Voilà ce que ça traduit pour nous. Les pictos aussi indiquent le sens de déplacement. C'est-à-dire que ici, typiquement, ce front froid, il va vers le sud-est, dans ce sens-là. Alors que ici, le front chaud, il va vers le nord-est. Quand on a les pictos qui vont dans les deux sens, comme ici, par exemple, au sud du Portugal, le front occlu, ça veut dire que le front est stationnaire, ça ne bouge pas. Voilà pour ça. Alors, là, il y avait une question sur la création d'un front occlu. Comment il se crée? Alors, comment un front occlu se crée? Un front occlu, il faut imaginer. Hein, alors, est-ce que si on revient au cours, alors maintenant je l'ai ouvert quelque part par là. Tac, non. Il n'est pas là. Voilà, un front occlu, c'est un petit peu le début de la fin de la perturbation. Donc, est-ce qu'il y a une diapo en cours? Je ne me souviens plus si elle est là. Donc, en fait, on a progressivement l'air chaud qui est complètement rejeté en altitude. Et donc, il n'y a plus de traces au sol de cet air chaud, comme au début du front chaud. Et concrètement, pour nous, ça veut dire qu'un front occlu, on a de l'air qui monte rapidement. De l'air qui monte rapidement, ça veut dire qu'il va se refroidir, il va condenser et saturer. Donc, globalement, la marque de fabrique d'un front occlu, c'est de la pluie. C'est essentiellement ça. C'est de la pluie avec, en termes de nuages, il y a un petit peu de tout, parce que justement, c'est un peu un mix chaud-froid, et on peut avoir des stratiformes, des cumuliformes, suivant un petit peu sa caractéristique. Est-ce qu'il est plus froid que chaud? On va avoir un petit peu tous les types de nuages. Après, il ne faut pas confondre le front de la carte isobarique. Ça, c'est
très important, parce qu'on dit le front occlus, c'est le début de la fin. Mais on peut avoir des fronts occlus avec beaucoup de vent. C'est possible. Et là-dessus, il faut vraiment regarder les isobars. C'est-à-dire que quand on regarde une carte isobarique, il faut vraiment distinguer d'abord les isobars. Par exemple, dans cette carte-là, les isobars, hein, ils sont là, et c'est le gradient de pression qui va donner la force du vent moyen. Les isobars, eux, sont créés par les modèles directement. Et là-dessus, les météorologues viennent dessiner les fronts. Donc les fronts sont encore aujourd'hui dessinés à la main. C'est pour ça qu'on va le voir d'une carte à l'autre, d'un modèle français ou d'un modèle anglais, on va avoir des interprétations qui peuvent être un peu différentes. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est que la carte isobarique va nous donner le vent moyen. Le front qui est dessiné dessus va nous donner une idée de la qualité de la masse d'air. Et nous, ce qui nous intéresse, donc ça va être le type de nuage qu'on va voir. Et puis surtout, ça va nous donner une indication sur du coup l'instabilité de la masse d'air. Typiquement, là, si on revient sur la même perturbation ici, hein, au large des côtes américaines, on voit que là, il y a un front froid. Les isobars sont relativement serrés, donc on imagine qu'il y a un vent moyen. Et par-dessus, on voit que le front froid passe. Et donc, probablement qu'on peut rajouter temporairement plus d' nœuds dans les rafales, qui est plus ou moins bien vu par les modèles. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir où on est dans la perturbation, parce que les modèles vont voir, aujourd'hui, les modèles voient assez bien le vent moyen. Par contre, l'intensité des rafales est plus ou moins bien vue. Surtout que les meilleurs modèles aujourd'hui prévoient à l'heure près. Or, vous avez vu dans le cours, hein, un front froid, ça passe en 20 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'aussi bien, le modèle ne va pas voir les 20 minutes où on a rafale à 40, voire 50 nœuds. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'identifier ce moment-là. Ce n'est pas le moment d'aller dormir. Là, il faut préparer le bateau et réduire la toile, évidemment, avant le passage du front. Alors, Claire, il y a une question. À quoi ça sert le traçage? Comment est tracée la ligne des pictos? Ouais. Alors, c'est une bonne question, hein. Là, c'est vraiment le traçage au sol, hein. Donc, on peut voir ça. On va regarder, par exemple, c'est intéressant, si on regarde au milieu de l'Atlantique, là, on a une perturbation avec le front chaud là, qui s'est enroulé et qui est finalement très nord, et puis le front froid qui est derrière. Vous voyez là, il s'appelle K. Pourquoi il s'appelle K d'ailleurs? Parce que souvent, les perturbations marchent par famille, et pour qu'on s'y retrouve, les météorologues mettent une lettre de l'alphabet. Donc, celle qui est actuellement chez nous, elle s'appelle J, la suivante, elle s'appelle K, et donc la prochaine va s'appeler IJKL. Bravo. Voilà. Donc, on va suivre la perturbation K. Donc là, on a un front froid. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce front froid, c'est que comme le front chaud s'est bien enroulé, aussi bien on va vivre que le front froid quand on sera sur l'eau, et on n'aura pas vécu le front chaud. Donc encore une fois, c'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir accès, hein, à des cartes pour suivre le film. Donc ce front froid, là, vous voyez, on est sur une carte française. Donc on est bien le 28, hein, c'est bien aujourd'hui, je vérifie à 0h. Si on va avoir une carte anglaise, donc sur MetOffice, hein, vous avez les liens, hein, tout ce que je vous montre, les liens sont sur la cytothèque. MetOffice, je mets celle d'aujourd'hui à 0h. Donc elle est là, hein, ce n'est pas la même projection, hein, mais c'est bien la même qui est là. Hein, on est au sud du Groenland et puis à la latitude de l'Irlande à peu près. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, eux, les météorologues anglais, ont choisi de tracer un front occlus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que la situation n'est pas si claire que ça. En tous les cas, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que le front froid ne doit pas être si actif que ça. Sinon, les deux météorologues auraient marqué un front froid. Alors, comment ils font pour le tracer, ce front froid? Ce front, qu'il soit froid ou occlus. Il y a plusieurs éléments. Déjà, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une belle cassure isobarique. Voilà, qui sont ce qu'on appelle un talweg, hein, vous avez vu dans le cours.
qui sont en général très propices à la formation des fronts, notamment des fronts froids. Alors après, c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Hein. Est-ce que c'est le Talweg qui fait front, le front, le Talweg? En tous les cas, c'est sûr qu'ils sont liés. Vous avez vu dans la naissance des perturbations dans le cours. C'est cette histoire de différence de température. L'air froid qui vient pousser l'air chaud. Donc, il y a toute une ligne d'air chaud qui va monter et qui va créer ici cette espèce de Talweg. En fait, c'est une ligne dépressionnaire hein, qui est due à tout cet air chaud qui monte devant la poussée d'air froid. On va regarder cette dépression-là sur Windy. Alors, on va se mettre mercredi donc à 0h. Je vais dézoomer un peu. Voilà, vous voyez là. Donc, on retrouve la même dépression avec. Alors, non, je ne sais pas le bonheur aussi. Voilà. OK. Donc, on retrouve cette dépression-là, et puis on voit bien cette cassure isobarique-là qui fait penser à un front probablement froid. Les météorologues, après, vont s'aider de plusieurs choses, notamment la carte satellite. Donc là, je vais la mettre par-dessus. Ah oui, non, mais alors ça, c'est les prix. Je vais mettre nuage. Ça sera mieux. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on a bien le centre. Est-ce que je peux rajouter la pression par-dessus? Oui. Donc, on a le centre de notre perturbation ici. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, on voit bien la nébulosité liée au front, et notamment la pluie, qui est une caractéristique du front froid et du front occlus. On ne voit pas, Claire. Ah, vous ne voyez pas? Alors, non, on ne voit pas la carte. Vous ne voyez pas la carte. Comment je peux faire? Vous voyez quoi à mon écran, là? Du bleu. Du bleu. D'accord. Vous voyez, Windy, vous ne le voyez pas? Si, Windy, on voyait. On voyait le vent. La précédente, on voyait le vent. Alors, attends, si je change mon écran, là, vous voyez la carte Météo France ou pas? On voit la carte, mais on voit que du bleu. Voilà, là, on voit quelque chose. Là, c'est bon. Sur la carte Météo France, vous voyez bien? Oui. Et en fait, c'est Windy, alors, vous ne voyez pas? Ben là, on a Windy, ça y est, on a Windy en haut, windy.com, et on a une carte avec les nuages et les courbes isobariques. D'accord. C'était bon, là. Le Windy était bon. On voyait les nuages et tout. D'accord. Donc là, sur Météo France, il y a un temps de latence, voilà. En fait. Et là, on est à nouveau sur Windy avec les isobars et la nébulosité. Voilà, ah, super. Voilà. Donc là, vous voyez le front, la nébulosité, là? Oui. D'accord, super. OK. Donc là, on voit bien les nuages, donc, qui sont liés à ce front froid occlus. Et puis, on voit la pluie, hein, qui sont aussi caractéristiques de ces fronts-là. Maintenant, on l'a vu dans le cours, hein, en général, derrière le front froid, c'est vraiment très bleu, c'est bien marqué. Là, on voit que ce n'est pas si net que ça. C'est peut-être une des raisons pour laquelle les météorologues ont hésité entre froid et occlus. Un autre élément qui est intéressant, c'est de regarder la température. Donc là, je clique sur température. Et la température en surface, surtout sur la mer, elle est très linéaire. Donc, elle n'est pas très intéressante pour les météorologues. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la température à 1500 mètres ou 850 hectopascales. Donc là, je l'ai mise là. Et du coup, est-ce que vous voyez là? Ouais. On voit plus les contrastes de température avec cette petite langue d'air chaud et surtout cet air plus froid qui arrive derrière. Voilà. Et quand on a un front plus actif, les contrastes sont encore plus nets. Mais malgré tout, c'est cette carte de température qui aide les météorologues à tracer justement les zones d'air froid, les fronts froids, les fronts chauds. Pour nous, ce qui est Pour nous, ce qui est intéressant, dès lors qu'il y a un front, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller voir
les nuages. Parce que le front, encore une fois, c'est une trace au sol et c'est compliqué de savoir est-ce qu'on est dans les nuages ou pas. On peut regarder par exemple la carte de chez nous ce matin. Vous la voyez là? Non, Voilà. vous ne voyez pas. Si, c'est bon. C'est bon, voilà. Donc, voilà, par exemple, on a une petite perturbation hein, qui est arrivée sur la France, là. Là, la Bretagne, nous, on a le passage d'un front au plus ce matin, et puis front froid derrière, là. Et c'est intéressant parce que nous, la Bretagne, on était sous la pluie, mais vraiment grosse pluie ce matin. Et en même temps, je lisais le post de l'un de vous, là, au Croisic, qui montrait un ciel de traîne. Donc là, c'était vraiment, on était sur cette limite justement entre le chaud et le froid. Et du coup, si on veut en savoir un peu plus, ça vaut le coup d'aller voir une carte satellite. Alors, par exemple, ce matin, alors je ne sais pas par contre si vous allez voir l'animation, c'est peut-être pas terrible ça. On est là. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas à l'écran? Alors, on voit une carte avec les isobars, là, uniquement. Voilà, là, c'est mieux. Là, on voit les nuages. Alors, je vais mettre peut-être cette dernière image. On verra peut-être, ça bougera moins. Est-ce que vous voyez mieux là? Alors, pour l'instant, c'est toujours la même carte. Voilà. Là, ça a bougé. Donc Alors, là, on voit vous les nuages, avez on voit les nuages, mais la pas. France. Voilà. Là, en gros, ça, c'est la France, la métropole, avec la Bretagne qui est là. Et c'est intéressant parce que nous, on est en Bretagne Sud, on était juste à la limite, justement, de cette masse nuageuse, à la limite entre front occlus et front froid. Et donc là, c'est intéressant. Claire, Ouais. est-ce que tu peux remontrer, s'il te plaît, où est le front froid, le front chaud, les fronts froids? Parce que c'était une question dans les tests, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais, alors, c'est pas simple, surtout que là, en ce moment, on n'a pas des situations très caractéristiques. Hein, on était dans un marais barométrique, donc c'est pas les situations les plus simples. Là, on avait un petit front occlus et puis plutôt froid après, sur la carte isobarique. Ça va, vous voyez? La carte isobarique, là, vous l'avez? Non, là, on a toujours la carte avec les nuages. D'accord. Ah oui, il y a un délai entre l'image et le son. Peut-être qu'on devrait couper nos caméras pour libérer un peu de flux, non? Ouais, c'est une bonne solution, hein. Benoît, tu gardes la tienne, comme ça je peux regarder. Je peux te regarder quand tu fais un signe de tête. Alors, est-ce que vous voyez la carte isobarique là? Oui. Ok. Donc, ce que je vous disais, c'est pas des situations très claires, mais là, on voit bien le petit front occlus là, qui est passé sur la Bretagne ce matin, en début de matinée, puis qui se termine par un front plutôt froid, quoi. Et si on fait le lien avec la carte satellite qui est là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hein. Pas encore. Je mets France, on verra mieux. Est-ce qu'elle arrive? Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc nous, on est en Bretagne Sud ici, on voit qu'on est juste à justement la limite hein, de la masse nuageuse. Voilà, mais encore une fois, c'est pas une situation la plus caractéristique. Je pense ce qui est plus intéressant de regarder ce qui nous arrive pour demain. Ce qui arrive pour demain, donc c'est ce fameux front froid occlus. Donc il y a une question d'ailleurs dans le chat, hein, pourquoi il est tout seul? On l'a vu au début, hein, c'est parce qu'en fait le front chaud il est déjà passé, il est très nord. Et donc nous là on va vivre que le front occlus. Froid selon Météo France et occlus selon les autres. Ce qui est intéressant, hein, si on était, tiens par exemple, on fait une traversée vers l'Irlande là, vous voyez le point ou pas? Tac. On voit la main, oui. Ouais, voilà. Donc on se met ici, mercredi par exemple.
qu'est-ce qui va se passer, quoi. Je vais peut-être essayer de zoomer un peu. Voilà. Quand le front froid, là, on est sur un vent de sud. Qu'est-ce qui va se passer? La pluie va arriver et on va avoir cette fameuse rotation très forte. On va passer du sud à l'ouest. Donc, si j'avance un peu le curseur, voilà, on va aller là. Et si on met les prévisions pour cet endroit-là, ça charge. Donc, mercredi, je ne sais pas si vous voyez, à 3 heures du matin, on est sous la forte pluie avec un vent, à 0h, on est sous la pluie avec un vent de sud, et à 3 heures du matin, on passe avec un vent d'ouest, pareil, toujours sous la pluie. Et ça se découvre après. Donc ça, c'est assez caractéristique du front froid. Ce qu'il faut voir, c'est que là, les isobars, ils sont assez lissés. C'est un modèle numérique sur Windy. La cassure peut être vraiment plus franche, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, on peut passer du sud à l'ouest. Encore une fois, c'est pas le moment de dormir, même si c'est à 3 heures du matin, c'est des choses qu'il faut anticiper. Là, le modèle nous donne avant le passage du front 21 rafales à 29 et au moment du passage du front 29 rafales à 37. Vous voyez, ce n'est pas la même en termes de rafales. Et temporairement, ça peut même être plus. C'est pour ça que c'est toujours des moments qu'il faut anticiper. Alors, c'est pour ça que quand il y a un petit exo dans le quiz, alors je l'ai ouvert quelque part. Est-ce que je l'ai ouvert? Non, c'est pas là. C'est là. Parce que de plus en plus en mer, on ne charge pas les cartes isobariques parce que ça prend trop de bande passante. Donc on travaille de plus en plus maintenant à partir des fichiers grid. Donc qui sont en général assez bons. Par contre, encore une fois, qui ne donnent que le vent moyen à 10 minutes. Et 10 minutes, c'est très long pour nous, le vent moyen. Et ça veut dire que nous, il faut qu'on soit capable d'anticiper dans quelle masse d'air je suis et du coup, est-ce que je vais potentiellement avoir des rafales beaucoup plus fortes. D'où le petit exercice qu'on vous a fait faire dans le quiz, qui est déjà voir dans quel sens ça tourne. Donc la X, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est un anticyclone. D'accord. Y, ça tourne dans le sens inverse. Donc là, c'est une dépression. Donc là, ce serait important de repérer où est la cassure isobarique pour savoir où est le front froid. On va revenir là-dessus. Et là, Z, ça tourne dans le sens inverse, donc c'est bien une dépression. Et il me semble qu'il y a une question, alors je ne sais plus dans quel quiz c'est, c'est peut-être celui sur les perturbations, je ne me souviens plus, où justement on vous demande de repérer la cassure isobarique. Je ne sais plus où elle est. Mais ça, c'est vraiment un exercice qu'il faut savoir faire. Si je reviens sur Windy, là, typiquement, si j'enlève les nuages, parce que ça, on ne l'aura pas en mer, ça prend trop de... Enlever les nuages, je vais en mettre dedans. Voilà. Ça, dès lors qu'il y a une cassure isobarique, on peut se dire il y a forcément un front, et donc ça va être rafaleux, et je peux m'attendre à temporairement à un vent plus fort qu'annoncé par les prévisions. Il y avait des questions sur les modèles. Alors les modèles, c'est un gros sujet, hein, on n'aura pas le temps d'en parler. Est-ce qu'on peut répondre là rapidement aujourd'hui? Il y a deux grands modèles sur la planète qui fonctionnent. Il y a, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, il y a le modèle européen qui est là, qui est par défaut sur Windy, European Center Middle Weather Forecast, ECMWF, qui aujourd'hui est le premier modèle mondial, mais qui est payant. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas partout. Et le deuxième grand modèle mondial, c'est le GFS, qui est marqué là, Global Forecast System, qui est un modèle américain, qui a priori aujourd'hui est un tout petit peu moins fiable que le modèle européen, mais ça peut changer parce que les Américains ont remis des fonds là récemment dedans.
Et si le modèle européen était juste tout le temps à 100%, évidemment, on ne s'embêterait pas. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, même si ces 10 dernières années, ils ont fait des progrès énormes sur les modèles. Donc, ça peut être intéressant de regarder les deux, de les comparer, et ça permet de voir, en tous les cas, s'il y a un doute ou pas. Là, vous voyez que sur les isobars, il y a assez peu d'écart. C'est quand même souvent le cas sur les isobars. Après, c'est plus l'interprétation. Donc ça, c'est les deux grands modèles à prendre. C'est ce qu'on appelle des modèles généraux, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner pour toute la planète et pour des grandes échéances. Aujourd'hui, on considère que jusqu'à 5 jours, on a des données à peu près fiables. Là, ça peut plus ensuite, il y a ce qu'on appelle les modèles à MyFin, donc eux qui vont fonctionner sur un petit territoire. Et en France, on a la chance d'avoir le modèle ARO. Donc là, on voit bien sur Windy, il ne marche pas partout, mais il marche sur la métropole étendue, on va dire. Et lui qui a l'intérêt d'avoir des prévisions qui sont plus fines. Par contre, il va faire des prévisions sur les 24 heures, 48 heures. Au-delà, il ne faut pas lui en demander plus. C'est un modèle qui est prévu pour des résolutions assez fines et à courte échéance. Et c'est un très bon modèle aussi. Donc, si vous regardez le modèle européen et le modèle à Rome, je pense que déjà, on a une très bonne idée de ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des questions là sur ce qu'on vient de dire? Je regarde un peu mes notes là, en même temps. Non, ça va, Benoît? Ouais, il y avait une question là sur SailGrib. Est-ce qu'on peut télécharger des cartes isobariques? Alors, SailGrib, je ne connais pas. De plus en plus, les logiciels météo proposent de charger des cartes isobariques. Donc, je ne connais pas celui-là spécialement, mais il faut regarder. C'est de plus en plus le cas. Les bandes passantes, on progresse aussi. Donc, on peut charger de plus en plus de choses. Malgré tout, je pense qu'il faut vraiment s'habituer à interpréter un fichier GRIB. Parce que quand on est au milieu de l'Atlantique, parfois c'est la seule chose qu'on arrive à charger. Et donc, il faut être capable de l'interpréter suivant le sens de rotation. Est-ce que c'est un anticyclone? Est-ce que c'est une dépression? Et puis, regarder où il y a des cassures isobariques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là sur les perturbations? Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la fiche de synthèse là. Qu'est-ce qui se passe dans un front chaud et qu'est-ce qui se passe dans un front froid. Sachant que le front froid, on l'a vu, c'est ce qui est le plus violent. C'est vraiment le moment à anticiper. Du coup, les signes annonciateurs d'une perturbation, il faut bien comprendre plus il y a de signes ensemble, plus on a de chances ou de risques qu'une perturbation arrive. C'est-à-dire que s'il y a juste un cirrus dans le ciel, on voit l'été, hein, souvent il y a des petits cirrus qui se promènent dans le ciel, ce n'est pas pour ça qu'il y a une perturbation qui arrive. Par contre, il y a quelques cirrus qui arrivent dans le ciel, et puis les cirrus envahissent le ciel, là déjà on peut se dire méfiance. Si en plus on a le barreau qui baisse, bon, c'est un élément de plus. S'il y a de la houle qui arrive de sud-ouest, c'est encore un élément en plus. Si les cirrus sont en train de se transformer en nappes et deviennent probablement petit à petit des cirrostratus, bon, là, ça va être difficile d'y couper. C'est-à-dire que le front chaud arrive et donc derrière la perturbation. Donc ça, c'est vraiment des signes à anticiper. Pour l'arrivée du front froid, c'est plus difficile parce que en général, on est déjà dans la pluie. C'est bien couvert, on l'a vu sur la carte tout à l'heure des nuages. Par contre, la marque souvent, c'est qu'on passe d'une pluie fine à la douche. Et quand la pluie est vraiment plus violente, plus intense, là, on peut se dire attention, on ne doit pas être très loin du front froid.
Et quand on voit la lueur à l'horizon, le ciel qui se dégage, bon, voilà, on est clairement dans le... En général, on commence à le sentir, hein, le vent commence à s'instabiliser, on commence à avoir des rafales. Parfois même, on sent des bouffées hein, d'air froid parce qu'au niveau température, on a vraiment une chute de température. Et là, c'est vraiment les moments où il faut faire attention. La mer est souvent croisée au changement de vent. Donc voilà, c'est vraiment les moments à anticiper. Ça va sur les perturbations? Oui. Sur le cours, pour faire donc on a vu les nuages et les clés de la météo la première semaine. Donc l'atelier nuage, vous ne pouvez plus déposer de copies, mais la plupart ont répondu. Par contre, il y a encore une vingtaine de copies à corriger. Donc je vous incite à regarder si vous avez bien corrigé vos 2 copies chacun. Ça vous permettra d'avoir le badge pour vous. Et pour les autres, ils seront bien contents d'être corrigés. Donc, je vous incite à faire ça. Et voilà. Pour l'atelier Cartizo, il y a déjà beaucoup de production, mais vous pouvez continuer cette semaine, il n'y a aucun problème. Hein. Jusqu'à la fin de la semaine, vous pouvez continuer à produire. Vous pouvez continuer à faire les quiz aussi, et pour aller chercher les différents badges des 3 semaines. La dernière semaine est moins dense, hein, c'est prévu que sur les prises thermiques, le cours est un peu plus facile. Ça permet justement de vous mettre à jour sur les 2 premières semaines. On vous demandera, d'ici la fin de semaine, on fera un petit questionnaire pour avoir votre avis sur le cours. Donc, il n'y a rien d'obligatoire, mais nous, ça nous permet d'améliorer à chaque session un petit peu ce cours. Donc, vos remarques seront bienvenues. Pour la suite du cours, il faut bien comprendre que là, ce qu'on a essayé de faire dans ce cours, c'est vous donner quelques clés d'observation. C'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire que pour progresser en météo marine, nous, on n'est pas des météorologues. Par contre, je dirais le travail du navigant, c'est de faire le lien entre ce que nous donne le météorologue et ce que nous, on observe sur l'eau. Et c'est vraiment le travail le plus difficile à faire pour nous, il est là, de faire le lien entre les prévis et ce qu'on observe. Et là, on a essayé de vous donner quelques clés d'observation pendant les 3 semaines. Mais ce qu'on souhaite, c'est que vous en serviez très vite. Et alors ça, on verra ce que nous réserve le déconfinement, mais on souhaite que vous puissiez aller vite sur l'eau et puis continuer à faire ce travail entre qu'est-ce que j'observe et qu'est-ce que donnent les prévis. C'était un peu l'enjeu des différents ateliers. On vous a fait faire un peu cet exercice-là, que ce soit pour les nuages, pour les cartisos. Donc, on vous incite vraiment à continuer cette petite méthode. J'observe et je fais le lien avec les différentes prévisions. Alors, après le cours, vous pouvez bien sûr continuer sur Facebook. Hein, il y a plein, là vous êtes super actifs, donc c'est super. Ça va rester ouvert. Vous pouvez continuer à échanger. C'est très bien. Vous pouvez continuer à suivre le blog Météo NVSN. Donc vous verrez, là j'ai fait un petit post justement sur les premiers thermiques. On voit très bien rentrer ce week-end. Donc vous pouvez suivre l'actualité météo. On essaye de faire des petits débriefings sur les situations qu'on vit à Quiberon. Les débriefings sont classés par mots-clés. Donc, justement, sur les fronts froids, moi, je vous incite à cliquer là, front froid, et vous aurez tous les différents postes liés au front froid. Celui-là, par exemple, on voit bien la pluie. Je vous incite à en regarder quelques-uns. Ça permet de voir ça complète le cours de façon avec des situations concrètes. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ce blog. Donc, il suffit juste de rentrer son adresse mail ici. Comme ça, vous serez informé quand il y a un post. Et vous pouvez vous désabonner tout simplement. Et c'est pareil, il suffit de cliquer dessus. Si vous en avez marre d'avoir de nouvelles, il n'y a pas de problème. On ne sera pas vexé. Et c'est très facile de se désabonner. Dans ce blog, donc, on met les situations météo
Et puis, on met les petites informations sur les prochains cours en ligne ou les cours en présentiel d'ailleurs, à l'actualité météo de l'année. Voilà. Vous pouvez aussi, il y a aussi la médiathèque. Vous avez probablement déjà été voir, mais il y a pas mal de liens que vous pouvez aussi consulter maintenant ou après la formation. L'idée que ce soit cette médiathèque ou la cytothèque que je vous ai montré tout à l'heure, elle est là. L'idée, c'est d'avoir des pages collaboratives. Donc, nous, voilà, on met les liens qu'on aime bien, qu'on utilise, mais vous savez que l'offre Internet évolue vite. Donc, surtout, s'il y a des liens qui ne marchent plus, vous nous prévenez, on les supprime. Et surtout, si vous trouvez des super liens, des super sites, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis on les rajoute, que ce soit pour faire ces prévisions météo ou des liens sur l'information sur la météo en général. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le cours, sur la suite? Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Il y a pas mal d'autres questions, Claire, je pense, mais ça va être difficile de répondre à tout là. Je les invitais à aller sur le forum, peut-être, ou sur Facebook, ouais, comme tu disais. Je ne sais pas ce que tu penses. Alors, à l'approche d'une dépression, comment anticiper sa trajectoire? Je peux répondre rapidement. Nous, à notre niveau, honnêtement, on ne peut pas anticiper la trajectoire d'une dépression parce que ça dépend encore une fois de ce qui se passe au niveau des jet streams. Donc, là, il faut aller voir les cartes de prévis, des cartes isobariques de prévis ou des champs de vent qui vont nous indiquer comment se déplace la dépression, à quelle vitesse. Voilà. Bon, globalement, vous avez vu, hein, elles viennent des États-Unis chez nous, mais elles peuvent avoir des trajectoires plus ou moins nord, plus ou moins sud, plus ou moins rapides. Elles peuvent se creuser si elles sont alimentées par les jets en altitude ou non. Ça, c'est très complexe. Et donc là, il faut accepter de regarder ce que nous donnent les prévisions. Alors, pas mal de comment appréhender une dépression. Alors, je ne comprends pas trop la question là de Christophe. Est-ce que tu peux préciser là? Sur le Talweg, le Talweg est souvent lié à un front froid, donc et souvent un front froid actif quand même, hein, même si c'est un peu un contre-exemple à ce qui arrive mercredi. Donc c'est toujours des choses un Talweg, il faut toujours s'en méfier. Il faut imaginer que c'est une ligne dépressionnaire et qu'il y aura un moment qui va être compliqué à gérer quand un Talweg nous passe dessus, avec une forte rotation de vent, des fortes rafales probablement, une mer très compliquée. Et au milieu du Talweg, il faut imaginer qu'on est comme au milieu d'une dépression, c'est-à-dire que pendant un quart d'heure, 5 minutes, 10 minutes, on peut avoir une baisse de vent. On se dit, finalement, c'est pas si méchant que ça. Mais bon, la mer va être très croisée. Et puis très vite, d'un coup, on va se faire cueillir derrière par le front froid, donc avec une rotation forte et un vent puissant. Alors, si on a validé le badge, est-ce qu'on peut corriger l'atelier nuage d'autres stagiaires? Alors ça, je crois que la plateforme ne le permet pas. Il faut regarder quand vous avez à la fin de votre copie sur l'atelier nuage, qui vous propose de corriger d'autres copies ou pas. Là-dessus, on n'a pas trop la main là-dessus. Alors, le Talweg, on en a parlé. L'obtention des badges et du module donne-t-elle lieu à un certificat? Ah oui, alors ça, c'est une bonne question. Ce qu'on a prévu, c'est si vous le souhaitez, on peut vous envoyer par mail une attestation avec les badges obtenus. Voilà. Alors, de façon générale, est-ce qu'il vaut mieux plonger vers le sud?
C'est que les dépressions, souvent, elles sont quand même importantes. Hein, donc, on n'a pas forcément le choix de passer au nord ou au sud. Mais c'est sûr que le sud, en général, est plus actif, parce que c'est là où on retrouve le front froid, en général. Donc, c'est le moment le plus difficile à gérer. Après, vous avez vu hein, sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est vraiment... alors, je vais mettre comme ça. Ça dépend un peu de la vitesse de déplacement sur l'eau, quoi. Voilà. Ça dépend. J'essaie de mettre une vue. Ouais. Encore une fois, il faut vraiment suivre ce que donnent les prévisions. Suivant notre navigation, la route qu'on veut faire. Et là-dessus, le routage, souvent, nous aide bien de savoir quelle est la meilleure façon de passer la perturbation. Il faut comprendre. Hein, moi, je me méfie toujours. Hein, il faut passer au nord, au sud. Il faut comprendre ce qui nous arrive dessus et voir la solution la plus intéressante pour nous en fonction de nos contraintes de temps, de notre bateau, de notre équipage, de qu'est-ce qu'on peut encaisser. Donc, voilà, il faut prendre un petit moment de réflexion. Alors, il y a une question sur la brise. Est-ce que le vent thermique garde son orientation mer-terre l'après-midi, peu importe où sur la côte? Exemple sur une île. Ouais. Effectivement, le thermique, hein, c'est très local, donc ça dépend de la différence de température et de la topographie. Donc, de façon générale, on l'a vu dans le cours, l'après-midi, le vent vient de la mer vers la terre, et puis avec Coriolis, il déviait vers la droite et finit globalement parallèle à la côte. Donc ça, c'est vrai pour l'orientation générale de la brise thermique et par rapport généralement à une côte. Après, si entre les deux, il y a une petite île, probablement que sur la petite île, notamment au début ou en fin de thermique, ça va être différent. Et là, ça va vraiment dépendre. Et là, c'est pareil, en fait, il faut essayer de se poser la question, comment ça va chauffer? Quel côté de l'île va chauffer plus que l'autre? Et parfois, on a même des conflits, on le voit dans le Cotentin, par exemple. On a le conflit entre les deux côtes, parce que les deux côtes chauffent en même temps au début, quasiment. Et donc, on a un thermique des deux côtés. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui gagne et qui va remplir toute la pointe. Une cassure isobarique, hein, je pense qu'on a répondu, hein, c'est-à-dire quand les isobars, quand il y a un angle dans les isobars, hein, et quand on a une rotation forte du vent. Voilà. OK. De nouveaux messages. La semaine 2 est dure. Ah oui, bah oui, là, je vous confirme, les perturbations, c'est un gros morceau. Il faut se représenter l'affaire en 3D et à différentes hauteurs. Donc, c'est sûr, c'est très compliqué. On a essayé de simplifier un petit peu les choses avec la pâte à modeler. Évidemment, c'est très simpliste, mais l'idée, c'est de comprendre. Nous, à notre niveau, hein, on n'est pas des météorologues, encore une fois. Hein, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne globalement comment ça se passe. Et parfois, il faut arrêter de tirer sur la pelote de laine et pourquoi, parce que sinon, on navigue plus, quoi. Donc, il faut comprendre globalement dans quelle situation on est et quel type de vent je vais rencontrer. Et faire confiance à ce que nous disent les météorologues et les prévisionnistes. Surtout que les prévisions, la fiabilité des modèles a énormément progressé ces dernières années. Un marais barométrique, c'est une situation qu'on a un peu vécue là, hein, ces derniers temps, où il n'y a pas de gradient de pression. Donc les flux ne sont pas organisés. Donc on a affaire souvent à des phénomènes plutôt locaux, soit pas beaucoup de vent, soit des phénomènes locaux. Et c'est aussi des situations propices aux orages.
Alors nous, on n'a pas trop vécu chez nous, mais je crois qu'il y en a certains coins de France où il y a des forts orages. Alors, sauf s'il y a une dernière question, on va conclure, hein, parce qu'on a déjà largement dépassé le temps. Non, ça va. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à utiliser les forums. C'est la meilleure solution pour poser vos questions. Et puis, eh ben, on espère, là c'est notre dernière visio pour ce cours-là. Il y en a qui enchaînent sur le cours vague, donc on va vous revoir demain et puis la semaine prochaine. Pour les autres, eh ben, on sera très content de vous revoir soit sur nos prochains cours en ligne, soit à l'école, évidemment. On espère pouvoir assez vite accueillir du public, on y travaille. Et, voilà. Et puis ce qu'on vous souhaite surtout, hein, c'est de prendre du plaisir à naviguer. L'intérêt de ce cours, c'est d'apporter des éléments de sécurité, c'est-à-dire de mieux anticiper quels sont les phénomènes météo, et puis et prendre du plaisir aussi à suivre la météo. C'est vraiment très ludique et ça rajoute, je pense, du plaisir à la navigation et de motiver votre équipage à regarder les nuages, à essayer de comprendre ce qui se passe, même si, encore une fois, il faut beaucoup d'humilité, on n'est pas des météorologues et on n'est jamais sûr à 100%, mais en tous les cas, c'est très ludique d'essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc on vous souhaite beaucoup de plaisir à naviguer et puis on espère à bientôt. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et puis peut-être à bientôt sur les forums. Au revoir, bye bye.